Voilà, on va commencer. Bonsoir à tous et merci d'être là. On va donc parler de santé ce soir. On dit souvent que le partage des données de santé et le partage des connaissances médicales est quelque chose d'indispensable aux médecins, d'indispensable aux chercheurs. Alors c'est parfois vrai, mais c'est un sujet qui est très complexe et c'est ce que vous allez découvrir ce soir. Parce que pour que les données puissent être exploitées, il faut qu'elles aient été collectées selon un protocole très précis, quel que soit l'endroit d'où elles viennent. Que permettent de faire les données dans le domaine de la santé? C'est donc ce que nous allons voir ce soir avec Fanny Moschel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vos travaux de recherche portent notamment sur le cerveau de patients atteints de maladies rares, métaboliques ou neurodégénératives. Vous allez nous dire comment vous pouvez être amené à utiliser les données. Vous nous direz aussi que l'étude des maladies rares, ça peut servir à beaucoup de patients. Et puis vous nous direz aussi que les recherches sur les maladies rares permettent de pratiquer une médecine de précision. Et puis à ma gauche, Jean Charlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission recherche à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Vous menez des recherches au sein d'une unité INSERM, qui est une unité mixte de recherche avec l'UPMC et Paris Nord. Et vos thématiques de recherche sont sur les ontologies médicales. Alors, il ne faut pas que ce mot fasse peur. Vous nous expliquerez ce que c'est. Vous nous direz aussi comment on collecte les données, quelles sont les questions d'ordre éthique que cela pose, parce que ça pose des questions. Et puis, vous nous direz ce qu'on en fait. 10 secondes pour donner une définition de l'ontologie. C'est possible ou pas ? Je peux donner la définition, c'est une spécification d'une conceptualisation partagée. Ah bah avec ça, on est bien avancé. Si avec ça, je rassure les gens. Bon, en tout cas, votre travail, c'est de faire des modèles, c'est ça. Et personne n'est parti, c'est bon. Voilà, si vous connaissez ces conférences, vous savez que vous pouvez poser des questions. Donc, des micros vont circuler après les présentations de Fanny Moschel et de Jean Charlet. Donc, n'hésitez pas. Fanny Moschel, on va commencer avec votre présentation et vous allez nous dire comment des données peuvent aider à aller vers une médecine personnalisée et notamment à travers des données collectées sur des maladies rares. On commence avec vous. Merci. Donc bonsoir à tous et merci d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre ce soir, surtout qu'il y avait eu un changement de date au milieu. Donc en effet, j'aimerais bien en fait illustrer aujourd'hui, on va parler beaucoup de données, mais le pourquoi, le comment on collecte ces données. Et nous les appliquons surtout dans des domaines de maladies rares au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière, que ce soit d'ailleurs sur des thématiques qui sont de comprendre des maladies ou bien de les traiter. Mais ce que j'aimerais bien aussi illustrer, puisqu'on a besoin de ces données, mais finalement c'est pas du tout spécifique bien sûr aux maladies rares, c'est vrai pour toutes les maladies. Mais ce que j'aimerais en effet illustrer aussi, c'est de quelle façon ces maladies rares peuvent nous aider à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. Parce que si on a besoin de collecter des données en grande quantité, ce qu'on appelle de façon assez courante le big data pour des données multiples, c'est que justement on espère qu'avec ces données multiples, on peut mieux comprendre les différentes facettes d'une maladie et grâce à ça pouvoir adapter un traitement à une personne donnée. Donc c'est un peu la définition de ce que c'est la médecine personnalisée, donner au bon patient le bon traitement à la bonne dose au bon moment. Ça paraît bien sûr un enjeu des fois un petit peu irréaliste, mais on y tend de plus en plus. Il est certainement appliqué aujourd'hui dans beaucoup de pathologies telles que le cancer notamment, et c'est là où ça a été vraiment le point de départ. En neurologie, il y a beaucoup plus de challenges, et je vais surtout vous parler de ça puisque c'est vraiment la thématique. Mais c'est quand même petit à petit ce vers quoi on tend. Alors, quelques généralités quand même sur les maladies rares, parce que on en parle beaucoup avec les plans nationaux qui sont faits. Bien sûr, on a été en France un peu leader sur cette thématique qui aujourd'hui devient une thématique prioritaire au sein de l'Europe. Donc, pour ce qui concerne la France, et c'est des données de l'Alliance à maladies rares que vous pouvez trouver assez facilement, c'est à peu près 6 à 8 000 maladies rares, avec, on estime, 5 nouvelles maladies qui sont décrites chaque mois. Ce ne sont pas que des maladies génétiques, pour 80%
elles le sont, mais on a aussi des maladies infectieuses ou auto-immunes qu'on appelle rares. Et en gros, ça concerne une personne sur 20, donc ce qui fait que, bien sûr, individuellement, une maladie donnée est rare, mais si on prend l'ensemble des maladies rares, elles sont très loin d'être rares. On dit souvent qu'il y a bien sûr une prévalence qui est plus importante aux âges pédiatriques, donc 3 sur 4 de ces maladies commencent dans l'enfance, mais on sait aujourd'hui qu'elles peuvent débuter à tout âge. Et en tout cas, si elles ont un début pédiatrique, il y a bien sûr un handicap, on va dire, qui va être très lourd en première ligne pour les patients, leurs familles, mais aussi la société. Et donc, beaucoup d'intérêt aussi pour ça à ces différents niveaux. Et donc, à l'échelle de la France, on est sur à peu près 3 millions de personnes et à l'échelle européenne, 30 millions. Alors, le point de départ, parce que des données en soi, en tant que médecin, ça nous intéresse finalement assez peu, mais si elles peuvent être appliquées à cette médecine personnalisée, qu'on appelle aussi des fois d'ailleurs la médecine de prédiction, c'est là qu'elles prennent tout leur sens. Et donc, quand on parle de données multiples dans le domaine de la neurologie, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des données cliniques, bien sûr, qu'on peut collecter sous différentes modalités, des données de cognition, des données motrices, quand on parle de neurologie, mais on parle là surtout de technologies qui avancent beaucoup dans le domaine de l'imagerie. On arrive à voir à la fois de mieux en mieux l'anatomie du cerveau, mais aussi dans la structure de ses fibres, dans la façon dont les composés qui sont à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle les métabolites, peuvent fonctionner. Il y a des données d'électrophysiologie pour voir un petit peu plus justement quel est le fonctionnement électrique rattaché à cette anatomie, et puis des données qui sont des données constitutives de génomique. Alors il y a la génétique, mais il y a ce qui en découle, c'est-à-dire les protéines et les métabolites. Donc tout ça est bien sûr très complexe et on va essayer de parler aussi brièvement d'intégration de données. Mais malgré tout, quand on parle du cerveau, contrairement à ce qu'on peut avoir dans un muscle, le cœur ou le foie, on n'arrivera pas, et je ne crois pas prendre trop de risques en le disant, de pouvoir comprendre la complexité de ce que c'est que le système nerveux. Ça, c'est juste une coupe d'une région particulière avec différents types cellulaires qui sont indiqués et qui en fait fait toute la complexité du système nerveux, puisqu'il y a des types cellulaires qui sont différents déjà aussi en termes de régions où ils se situent, et chaque région a des spécificités, et donc tout ça ne peut pas être appréhendé par la meilleure imagerie, même si les champs magnétiques augmentant, on arrive de plus en plus à voir bien sûr des structures très fines ou l'électrophysiologie qu'on peut développer, et bien sûr la génétique ne pourra pas expliquer tout ça. C'est donc là où je vais vous prendre un exemple que je vais essayer vraiment de simplifier, mais si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Pour illustrer justement cette complexité, on va dire que de façon très caricaturale, dans le cerveau, il y a deux types cellulaires, de grandes catégories, on va dire, de cellules plutôt. Les neurones qui sont responsables de l'activité électrique et qu'on a souvent, on va dire, considéré en priorité, puisque le fonctionnement cérébral se résumait beaucoup à l'activité neuronale, et c'est celle qu'on va mesurer par beaucoup aussi d'outils électrophysiologiques. Mais il y a des cellules qui sont tout aussi importantes, qu'on appelle les cellules gliales. Alors en particulier, on distingue les astrocytes des oligodendrocytes, pour ceux que ça intéresse un petit peu plus. Mais ces cellules gliales, elles ont un rôle majeur en fait en termes de soutien, de support pour l'activité neuronale. Et plus en fait que d'être des accompagnants, on pense que dans beaucoup de maladies, elles ont un rôle bien plus précoce que ce qui peut se passer après au niveau neuronal, et que finalement le neurone est préservé très longtemps avant de dysfonctionner, mais que du coup nos thérapeutiques seraient peut-être plus efficaces si on ciblait ces fameuses cellules gliales. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que elles ont un fonctionnement, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, très simple, qui est l'utilisation du sucre par le cerveau. Donc j'ai pris ce qu'il y a de plus simple. On imagine bien que pour fonctionner en termes d'activité, il faut de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui vient en particulier, bien sûr, de l'alimentation, et le sucre fait partie des substrats les plus simples. Et donc le glucose est utilisé de façon préférentielle par le cerveau. Et une fois que ce glucose rentre dans les cellules, alors de façon différente on verra, il est utilisé avec différentes étapes pour pouvoir amener des substrats, donc des intermédiaires, dans un compartiment qu'on appelle la mitochondrie, qui est l'endroit privilégié de la cellule où l'énergie est produite, donc des petites usines de production d'énergie intracellulaire. Et en particulier, il y a un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs qui permet cette production énergétique. Donc le sucre rentre, il passe par différentes étapes de métabolisme pour être utilisé dans cette mitochondrie. Et donc, simplement pour vous illustrer ça
sans rentrer dans les détails, c'est que déjà avec un système très simple de neurotransmetteurs qu'on appelle le glutamate, qui fait partie donc des neurotransmetteurs vraiment élémentaires qui régulent l'excitotoxicité, donc l'excitabilité du cerveau, eh bien on voit qu'il y a un partenariat très étroit entre ces neurones et ces cellules gliales, puisque certaines enzymes vont surtout synthétiser des composés pour les neurones, d'autres plutôt au niveau des cellules gliales, et il y a un recyclage qui se fait en permanence et donc des échanges très étroits. Mais si on parle, pour en revenir à cet exemple simple du métabolisme du sucre, donc du glucose, eh bien, il y a par exemple 2 transporteurs différents si on est dans le neurone, GLUT3, ou si on est au niveau d'une cellule comme l'astrocyte qu'on appelle GLUT1. On a travaillé, nous, sur cette maladie, c'est pour ça que je vous y amène doucement, qui s'appelle le déficit en gluten, donc où des patients ont, d'une cause génétique, un déficit donc d'expression de ce transporteur. Alors il est présent, mais il est présent qu'à moitié. Et en gros, on peut un petit peu imaginer, si le sucre rentre moins dans le cerveau, les conséquences cliniques, ça va être des problèmes de développement. Donc c'est des manifestations qui peuvent toucher assez précocement les enfants dans les apprentissages, que ce soit cognitif ou moteur, mais aussi des épilepsies, puisqu'il y a une régulation qui n'est pas normale du besoin énergétique, ou des mouvements anormaux. Et c'est ce qu'on a, nous, plus particulièrement étudié, c'est-à-dire des épisodes de contraction anormale d'un membre, de la parole, même des fois de la respiration, qui sont bien sûr très handicapants et qui surviennent un peu par accès. Et plus on est à distance d'un apport alimentaire, plus ça se manifeste. Et donc tout simplement, je vous explique ça pour comprendre pourquoi on utilise un traitement qui en fait va complètement contourner ce problème, puisque on a travaillé sur une thérapeutique qui permet d'apporter un autre type d'énergie, je ne détaillerai pas, mais qui va justement utiliser un autre transporteur et qui arrive directement là où on veut, c'est-à-dire au niveau de cette mitochondrie et plus particulièrement de ce cycle de Krebs. Alors qu'est-ce qu'on a vu chez des patients qui ont été traités avec ce traitement ? Donc on a en gros mesuré quelque chose qui était assez simple, puisque c'est une maladie qui se manifeste avec ces épisodes paroxystiques, donc c'est relativement facile à quantifier. Et en gros, sur la cohorte de patients qu'on a étudiés, qui étaient à la fois des enfants et des adultes, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait une 30aine d'épisodes par mois, c'est-à-dire que les patients expérimentaient à peu près un épisode tous les jours de ces épisodes, de ces mouvements paroxystiques qui peuvent durer de quelques minutes à des fois beaucoup plus longtemps. Et donc sous traitement, on a vu une diminution, donc ce fameux traitement qui utilise une autre voie que gluten pour rentrer, une diminution de 90% des symptômes, ce qui dans le domaine de la neurologie est assez spectaculaire, qui récidivait quand le traitement était arrêté et à nouveau qui répondait très bien à la réintroduction du traitement. Donc sur la base de cette étude, on est en train de débuter une étude qu'on appelle de phase 3, c'est-à-dire une étude multicentrique qui va impliquer plusieurs pays pour confirmer ce qu'on a vu. On ne se base jamais bien sûr sur une étude faite à un seul endroit par un seul investigateur, mais si ces résultats s'avèrent, et maintenant on suit ces patients depuis 2 ans, qui sont toujours aussi peu symptomatiques, ça serait bien sûr l'occasion d'avoir un médicament maladie rare pour ces patients. Alors c'est une maladie rare, d'accord, mais en fait la question qui se pose, et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, notamment à l'Institut du cerveau et de la moelle, c'est de pouvoir, à partir de ça, comment l'appliquer à d'autres maladies neurodégénératives. Puisqu'en fait les mécanismes des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou Parkinson pour les plus connus, sont une succession de beaucoup d'événements et qui ont tout en commun à un moment donné aussi d'impliquer un problème énergétique. Alors qui justement ne concerne pas forcément cette voie du gluten, mais certains oui. Et l'idée, c'est que si on peut montrer dans une maladie rare que le type de traitement qu'on utilise fonctionne, et c'est un traitement par ailleurs extrêmement bien toléré, sans effet secondaire, ou vraiment mineur, on pourrait imaginer que si, pour un patient avec une maladie neurodégénérative donnée, ce transporteur du gluten fonctionne de façon non pas génétiquement mal, mais pour d'autres raisons de façon insuffisante, eh bien le traitement puisse aussi aider. Et donc ça, c'est tous les enjeux de demain pour les maladies neurodégénératives, c'est de pouvoir, et j'en reviens à ce schéma, à partir de ce qu'on a pu comprendre de cette maladie qui est relativement simple, puisqu'il y a un événement génétique donné, on sait où il est, on sait comment ça fonctionne, on sait comment le caractériser, eh bien comment on peut appliquer ça à des maladies qui, elles, sont multifactorielles, qui ont parfois des composantes génétiques, des composantes
déterminante environnementale. Et puis, bien sûr, avec le phénomène du vieillissement qui fait agréger tous ces événements. Et donc, en complément du big data, de ce qu'on sait faire sur comment acquérir des données de nature multiple, eh bien, il y a le deep data, c'est-à-dire la caractérisation profonde et précise. Et ça, c'est vraiment le domaine où les maladies rares, en dehors, bien sûr, de l'impératif qu'on a d'aider les patients qui ont ces maladies, mais qui peut aussi s'appliquer à la santé publique et à la population générale, parce que justement, on pourra aller de plus en plus vers une médecine personnalisée quand on aura compris les différents mécanismes qui sous-tendent ces molécules complexes. Alors j'en arrive à la notion qui est de comment intégrer, puisque là je vous ai donné un exemple qui cliniquement est assez simple, dans le sens où on a des épisodes qu'on peut mesurer de façon justement quotidienne et on peut voir un effet thérapeutique assez rapide. Mais malheureusement la plupart des maladies sur lesquelles on travaille ont des modes de développement qui sont insidieux, qui sont progressifs, et on ne peut pas avoir un effet thérapeutique aussi spectaculaire en 2 mois ou en 1 mois, et il faut souvent, si on se base que sur des critères cliniques, je prends par exemple la maladie de Parkinson, en dehors du traitement symptomatique qui est d'apporter de la dopamine, si on essaye de réguler les causes qui sont responsables de l'induction de la maladie, on aurait besoin de 4, 5 ans, peut-être 10 ans pour voir un effet clinique, ce qu'on peut bien sûr ne pas se permettre de faire dans le cadre d'essais thérapeutiques, et ça va être vrai pour beaucoup de ces maladies-là, d'où l'idée de les approcher par justement différents angles. Alors des angles cliniques, on va faire des tests moteurs comme un test de dextérité, des outils d'imagerie, où je vous disais on peut voir l'anatomie aujourd'hui, mais les faisceaux même de fibres qui permettent la connectivité cérébrale, des informations génétiques, puisqu'en fonction de notre patrimoine génétique, on va être plus ou moins armé pour répondre à telle ou telle agression cellulaire, et puis ce qui est un peu plus notre originalité, on va dire, sur l'Institut, qui est de faire de l'imagerie métabolique, c'est-à-dire d'aller mesurer la concentration de certains composés métaboliques justement au niveau cérébral sans faire de ponction, grâce aux mêmes outils que ceux de l'IRM, en gros. Et à partir de ça, bien, ce qu'on veut faire, c'est des modèles. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si on peut voir, alors déjà en comparant des populations de patients et de témoins, mais surtout une population de patients qui serait avant et après traitement, plutôt que d'espérer voir un effet spectaculaire sur 1 an, qu'on sait que malheureusement on ne verra pas sur le plan clinique, c'est que si on peut voir des variations de chacune des autres modalités, un petit peu en imagerie, un petit peu sur le plan métabolique, un petit peu sur le plan clinique, la combinaison de ces différents changements va permettre de voir si le traitement va dans le bon sens. Et ça va être ce qu'on appelle les études preuves de concept, qui sont indispensables aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine de la neurologie, c'est le domaine où les thérapeutiques ont le plus échoué, et probablement pas que du fait des traitements qui étaient insuffisants, où on ne comprenait pas assez les mécanismes justement pour aller sur une cible donnée, mais aussi parce qu'on n'avait pas forcément les bons outils pour évaluer les effets des traitements sur des durées qui sont compatibles avec des essais de recherche clinique. Donc, sans rentrer bien sûr dans les détails, et avant de parler de comment justement ces données sont collectées, et bien sûr tout ce que je vous dis n'a aucun sens si on n'a pas ce matériel de base de très bonne qualité. Les finalités de ce que l'on fait, c'est de collecter ces données certes, mais pour les intégrer, et un exemple, une façon de le faire, on va dire, sur laquelle en tout cas on s'intéresse, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, c'est d'imaginer, alors là vous avez une modalité qui va être la concentration de certains composés dans le cerveau. Vous avez en colonne donc chacun de ces métabolites d'intérêt, là il y en a à peu près 2000 qui nous intéressent, et vous allez avoir en ligne les patients, et donc pour chaque patient et pour chaque métabolite il y a une valeur, et les patients et les témoins. Et ça c'est vrai pour la modalité en question qui est la modalité métabolique, mais c'est vrai pour la modalité qui est l'étude d'une fonction motrice, ou bien au niveau du volume de certaines régions cérébrales. Et l'idée, c'est comment corréler, comment associer chacune de ces paramètres pour chacune de ces données pour chacun des patients à ce qu'on veut prédire, qui va par exemple être la sévérité de la maladie. Comment la sévérité peut être expliquée, certes par des données cliniques, mais aussi d'imagerie ou un fonctionnement métabolique, de façon à créer le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, lequel modèle nous aidera à évaluer des thérapeutiques. Et c'est ainsi que je passe la parole à M. Charlet sur quelles données et comment les collecter. Merci beaucoup Fanny Mauchel.
Je sais que vous avez déjà des questions à poser à Fanny Moschel, mais ce sera après la présentation de Jean Charlet. Jean Charlet, quand on est médecin-chercheur, les sources de données auxquelles on peut avoir accès se sont multipliées. Il y en a tellement que toutes ne peuvent pas être exploitées. D'où viennent ces données? Est-ce qu'on peut tout collecter? C'est ce que vous allez nous dire, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce mot ontologie. D'accord. 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 Voilà, donc avant de répondre aux questions des données, je vais prendre quelques 5 minutes pour dire ce que c'est qu'une ontologie. Donc je change un peu la phrase, je vous dis que c'est un modèle de connaissance sur le monde, décrit dans un langage informatique, muni d'une sémantique formelle, je ne développerai pas trop de ce dont ça parle, et interprétable par un ordinateur. Donc, déjà, les ontologies, c'est des développements qui correspondent aux recherches en intelligence artificielle. C'est très à la mode, les recherches en intelligence artificielle. Quand moi j'en faisais, à un moment, ce n'était pas la mode du tout. Mais il faut bien que le vent tourne. Alors, je vais parler du monde, du modèle de connaissance sur le monde et du langage informatique. Je vais prendre un objet qu'on connaît un peu, le monde des vertébrés. On a tous croisé des taxonomies en sciences naturelles. Et puis, on a probablement croisé la classification de Linné qui nous dit que des vertébrés il y a une classe de vertébrés, qu'en dessous, on a les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Devant une salle de classe, je demande quel est le 5e que j'ai oublié. Là, je ne vais pas le faire, je n'avais pas la place de mettre les amphibiens. Et pour chacun de ces objets, de ces animaux, on donne un certain nombre de propriétés. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans une ontologie, c'est de préciser comment les objets sont organisés les uns par rapport aux autres, quel modèle on veut en faire, pour décrire quoi. Là, on regarde les oiseaux, on regarde les mammifères, en fonction de leur tégument, du mode de respiration, du mode de reproduction, du mode de régulation du sang. Et on le met dans un langage tel que, par exemple, la question de « les oiseaux sont des vertébrés » doit pouvoir être compris par le système comme « tout oiseau est un vertébré ». Et ça, alors, c'est dans un langage informatique, désagréable à lire, mais vous voyez là, au moins, 2 petites choses intéressantes. Tout en haut, il y a l'identifiant de l'oiseau dans le système. Donc c'est ce qu'on appelle une URI dans le web sémantique, dans le big data. Et en dessous, il est marqué que c'est subclass of, c'est une sous-classe de l'autre identifiant des vertébrés. Voilà, donc en gros, une ontologie, c'est ça. Et quand on dit qu'il y a une sémantique formelle derrière, c'est qu'il y a de la logique formelle derrière qui permet au système de faire un certain nombre d'inférences. Alors, le big data n'oblige pas à ce que toute la représentation des connaissances soit faite avec des ontologies. En revanche, si on veut faire des raisonnements, on est obligé d'avoir des ontologies. Mais on peut faire déjà des tas de choses en ayant seulement, entre guillemets, des thésaurus ou des terminologies. C'est pas pour autant que c'est hyper simple quand même. Alors, nos données, je reviens maintenant au service de la santé. Ça fait un certain nombre d'années que la santé est probablement un des plus grands aspirateurs à données. Donc, on a des données au service du soin. Donc, Fanny Moschel a commencé à parler d'un certain nombre d'entre elles. Des données pour la prévention, pour le diagnostic, pour la thérapeutique, pour la coordination, pour le suivi. Des données au service de la recherche médicale. On commence effectivement à avoir des données génomiques, ce qu'on n'avait pas trop il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à part la trisomie, on ne s'occupait pas de grand-chose. Et là, maintenant, on commence à avoir des données assez importantes, au point qu'on parle de big data. Alors, on pourra discuter aussi de savoir à quel moment on est dans le big data. Ce n'est pas parce que vous avez 100 000 données que vous êtes dans le big data. Il faut que ce soit plus important, il faut qu'il y ait des problèmes de calcul, de fourniture de données qui soient réellement importants. En tout cas, on a une explosion des moyens de stockage, une explosion d'Internet. On parle de patient empowerment, c'est-à-dire que le patient a autour de lui des données de toutes sortes. Alors effectivement, la médecine va nous créer des données en biologie, en imagerie, en génomique, c'est ce dont a parlé Fanny Moschel. Et puis, tout ce qui tourne autour de nous avec les objets connectés vont nous créer des données de tout un tas de petites boîtes qui vont capter notre tension, qui vont capter tout un tas de trucs, vont nous dire comment on dort, si on dort bien, si on dort mal. Si je devais faire quelques petites réflexions, on est loin dans ce type de captage de données sur des données, sur ce qu'on appelle des périphériques médicaux, c'est-à-dire que la qualité de ces données-là pose problème. Et il y a déjà eu des problèmes qui ont dit que prendre le petit bracelet qui nous dit j'ai des données qui vous donnent le battement cardiaque et elles sont fiables, il vaut mieux être prudent.
Et puis il y a maintenant des sources qui sont externes à la personne même, qui sont ce qu'on appelle l'exposome, toutes les sources environnementales par exemple, dont on sait que ça joue un rôle primordial dans un certain nombre de maladies. On a toutes ces données, on a des systèmes informatiques qui se sont créés en silos en fait. Les systèmes de la prise en charge du patient, celui qui est au milieu, le dossier patient, il y a des années on a des dossiers patients depuis des années, et puis depuis on va dire une vingtaine d'années, ces dossiers sont en cours d'informatisation. Alors quand on vous dit que tous les hôpitaux sont informatisés, ne les croyez pas. Il y a toujours des problèmes, il y en a qui sont plus informatisés que d'autres. Et puis on prend des données pour faire des essais thérapeutiques. Et on n'arrive pas à faire passer les données du dossier patient dans les cohortes des essais thérapeutiques parce qu'elles n'ont pas été prises pour ça. Elles n'ont pas les mêmes formats. On n'a pas toutes les métadonnées qui nous diraient comment on peut les utiliser. On a d'énormes problèmes qui font que tout essai thérapeutique, enfin tout, à 99% aujourd'hui, c'est on recapture les données pour cet essai dans ce protocole-là. Alors je ne dis pas, il y a d'énormes projets européens. On est dans un projet qui s'appelle Electronic Health Record for Clinical Research, EHR4CR, qui vise à voir comment on pourrait améliorer ces situations. Parce qu'on perd un temps fou en annéum de recaptage des données. Et puis à gauche, il y a les registres de la santé publique. Il y a des registres de maladies rares dans les projets radicaux. Et là aussi, on est beaucoup dans des recapturations de données. Et un patient est, paraît-il, propriétaire de ces données. Combien est-ce qu'il a de dossiers liés à ces données? Il en a dans des registres, il en a à l'hôpital, il en a chez le médecin. Peut-être que certaines sont parties parce qu'il y a un problème de pharmacovigilance ailleurs. Donc il y a vraiment des données dans tous les coins et on finit par pas savoir où elles sont. Et alors il y a un problème puisqu'un patient est normalement propriétaire de ces données, il est capable normalement de toutes les récupérer. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ce n'est pas possible. Et puis là, on a des problèmes qui nous intéressent, encore plus, c'est la question des référentiels dont sont décrites ces données. Parce que si je vous dis c'est un adolescent, c'est un enfant, ça peut être stocké dans une donnée, mais dans quel référentiel est-ce que j'ai dit ça ? Et là aussi, on a des problèmes énormes. Là, il y a la liste de 4 référentiels qui décrivent les enfants, les ados, et puis tout ce qui est intermédiaire. 4 référentiels qui sont complètement irréconciliables. Les tableaux, les échelles, les intervalles sur lesquels on voit les jeunes ados, les enfants, les pré-ados et tout ça, sont impossible de dire quand un ado un enfant est dans une case de l'un des référentiels, la place exacte qu'il aura dans la case de l'autre. Donc là, on est vraiment coincé. On a vraiment des problèmes lourds sur ces questions-là. Et puis, ça se trouve qu'on en parle aussi dans le big data. On parle beaucoup de données en espérant qu'elles sont beaucoup structurées, qu'elles auront les formats qui nous intéressent. En fait, au jour d'aujourd'hui, et probablement que ça ne va pas beaucoup s'arranger, 80% de l'information médicale est textuelle, est écrite dans des comptes rendus d'hospitalisation, d'imagerie, de quoi que ce soit. C'est pas parce que les médecins sont des écrivains ratés qui passent leur temps à écrire des comptes rendus, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles il faut écrire le compte rendu de ce qui s'est passé. Et que le patient n'est pas quelqu'un qu'on peut saucissonner en items de données en disant voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il y a des fois, il faut raconter l'histoire de la maladie. Par ailleurs, c'est ce qu'on apprend aux médecins, c'est de raconter l'histoire de la maladie. Donc pour ça, il y a des travaux sur le big data, des grandes boîtes comme Google et autres sont fortement là-dedans, où on cherche à transformer les données textuelles en données structurées, justement associées à des ontologies. Faites sur Google la recherche Musée du Louvre, et vous voyez un certain nombre de pages qui vous sont proposées, et à droite, vous voyez des données structurées sur le Musée du Louvre. Ces données structurées sont des données structurées reconstruites à partir de la requête qui a été faite, a été emmenée chez Wikipédia, et les données sont structurées par l'ontologie de DBpedia. Donc ça marche déjà, ça. Et ça marche pour Wikipédia et pour les recherches de Google. Mais quand on cherche à faire ce type de système pour annoter sémantiquement de la donnée type compte-rendu d'hospitalisation, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est un peu plus compliqué, encore une fois, parce que l'enjeu n'est pas le même. Faire une recherche sur Google et récupérer plus ou moins bien la Tour Eiffel ou le musée du Louvre, c'est pas très grave. On corrige tout ça en 2 clics et 3 dixièmes. Récupérer de la donnée structurée à partir des patients pour intégration ou thérapeutique ou intégration dans des essais cliniques, le challenge est autre et les risques sont autres. Et on a effectivement
des problèmes pour avoir une qualité suffisante qu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas. Alors je vais vous donner 2 exemples sur les projets sur lesquels on travaille. Donc nous on est sollicité en général par des cliniciens qui viennent nous voir, qui nous disent on a un problème de modélisation. Donc là, on a travaillé sur un projet qui s'appelait l'Érudit, qui était une sollicitation de l'ASIP Santé, donc un des instituts du gouvernement qui s'occupe de la modélisation des données de santé, de la mise à jour d'un certain nombre de référentiels et autres, et qui nous demandait de fournir un dossier patient aux médecins urgentistes. Les médecins urgentistes sont parmi ceux qui ont le moins de données sur les patients dont ils doivent s'occuper. Ils ont par exemple un coup de fil, un médecin régulateur a un coup de fil et il doit décider de ce qu'il doit faire d'un patient sur lequel il sait pour ainsi dire rien. Il a parfois un aidant à côté, c'est-à-dire que le patient dont on parle est couché, ne peut pas parler, et c'est assez compliqué. Donc on a essayé de modéliser ce qu'on a fait. On a fait une ontologie des urgences pour qu'un système puisse s'en servir. Alors un tout petit bout de cette ontologie des urgences, on voit l'appendicite, et l'appendicite est une maladie de l'appendice, qui est une maladie de l'intestin grêle et du gros intestin, qui est une maladie du tube digestif, qui est une maladie abdominale. Donc c'est la partie qu'on a en général dans les maladies, c'est sa localisation. Et puis il y a une branche à gauche qui part vers la maladie, c'est une maladie inflammatoire localisée, c'est le processus physiopathologie mis en œuvre. Autres processus physiopathologiques, le cancer, l'immunodépression, des choses comme ça. Et puis, parce que notre ontologie devait servir dans un système qui montrait quelles étaient les compétences nécessaires pour soigner cette maladie, l'appendicite est liée à la chirurgie à droite, où les maladies du tube digestif sont liées à la gastro-entérologie. Alors à quoi ça a servi ? Ça a servi à faire un gros système à la fois d'annotation sémantique et traitement automatique des langues qui a permis, donc en utilisant cette grosse ontologie qui a 10 000 concepts, qui a permis de faire des propositions d'écran à des médecins pour pouvoir voir ce qu'ils doivent voir d'un patient. À partir de patients réels, là ils sont faux en tant que nom et adresse, mais à partir des données de patients réels sur lesquels on récupère un certain nombre de choses. Alors les médecins urgentistes, ils ont une particularité, c'est que s'ils arrivent à connaître les prescriptions médicamenteuses des patients, ça leur donne 90% de ce qu'ils ont besoin de savoir. Dans l'urgence, parce que si quelqu'un est soigné pour des problèmes d'hypertension, des problèmes d'allergie, et qu'on arrive à connaître les médicaments, on peut le faire. Alors connaître les prescriptions médicamenteuses, c'est pas couru d'avance. Vous êtes dans un hôpital, vous connaissez les prescriptions médicamenteuses de l'hôpital, et après il y aura la question de je peux faire le chaînage de ce patient et le retrouver dans les grandes bases de la sécurité sociale. On a quand même le plus grand système intégré du monde, on a 60 millions de patients qui sont rangés dans les données de la SNIRAM et dans lequel on a toutes les prescriptions de médicaments. Alors on n'a pas l'observance des médicaments, mais on a les prescriptions et les achats de médicaments. Voilà, donc on peut avoir ce type d'informations. Deuxième projet sur lequel on travaille avec des collègues de l'ICM, de la Pitié-Salpêtrière aussi, c'est d'aider à caractériser les ruptures de parcours de soins dans une maladie rare qui est la sclérose latérale amyotrophique. Donc il y a des réseaux de coordination de soins, de SLA, pour des patients, pour l'entourage, pour les professionnels de proximité, qui interviennent dans la prise en charge des patients et qui font le lien entre la ville, l'hôpital et de façon spécifique avec les centres experts SLA. Et le but, c'est de prendre les données qu'on peut avoir sur les patients pour comprendre et décrire les parcours de santé de ces patients atteints des pathologies, dans le but d'améliorer la continuité des parcours et prévenir les ruptures. Qu'est-ce qu'on a comme données sur ces patients ? On a des données un petit peu structurées, qui sont les données PMSI, qu'on peut exploiter, qui sont les hospitalisations, les réhospitalisations. Et puis on a la description des événements dans le réseau, c'est-à-dire tous les coups de fil échangés sur lequel, entre les patients, les coordinateurs, les personnes qui aident les patients, on a des événements qui sont rapportés textuellement. Donc là aussi, on doit traiter du texte, faire ce qu'on appelle de la notation sémantique pour arriver à capturer ce qui est écrit. Alors faire de la notation sémantique de la coordination de SLA, ça sous-entend
ce qu'on a fait avec une collègue qui est dans la salle, ça sous-entend de faire le modèle de ce qui se passe quand on fait de la coordination. Et là, il y a une activité, par exemple, on voit un petit exemple qu'on a pris, une demande de kiné qui arrive à l'agent qui transmet la demande de kiné, et un coordinateur fait une recherche de kiné, et un agent libéral rend la réponse. Il y a possibilité d'avoir un kiné disponible ou c'est pas possible. Et il arrive que très souvent c'est pas possible. Et donc l'ontologie, qui est censée prendre tous les concepts manipulés par les acteurs sur cette partie recherche de kiné, on en voit un petit extrait de cette ontologie. On a sous la classe de la recherche professionnelle paramédicaux la recherche de kiné, la recherche d'orthophoniste, la recherche d'ergothérapeute et la recherche de psychologue, par exemple. Et donc on fait l'ontologie d'une terminologie qui n'existait pas. Et on travaille entre plutôt informaticiens, nous, et puis nos collègues médecins. Voilà, et pour finir, qu'est-ce que ça pose, ces deux exemples ? Ça montre qu'en fait, on a besoin de maîtriser les modèles qu'on va mettre en place et qui vont permettre de développer des applications qui vont s'en servir. Il faut maîtriser les modèles, il faut aussi maîtriser pourquoi on les fait. Selon le type d'application, on ne fait pas exactement le même type de modèle. Encore une fois, si on veut des applications très riches, très intelligence artificielle, donc, comme on parle encore, alors les modèles seront des ontologies. Si on veut des applications qui partagent des données de façon un peu normalisée, on n'a peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Deuxième point de discussion, c'est que dans le contexte du big data, on nous parle de l'intégration de données. Mais alors, et puis la question c'est d'où viennent ces données, quand arrivent-elles? Est-ce que ces données qu'on a capturées à l'occasion d'un essai clinique, à ce moment-là, on maîtrise le pourquoi elles arrivent et quand elles arrivent? Si on prétend récupérer des données qui viennent d'ailleurs, alors il faut être sûr qu'avec les données soient associées les métadonnées, c'est-à-dire quelle est leur provenance, quelle est leur fiabilité, quelle est la date, pourquoi elles ont été récupérées. On sait par exemple que les données du PMSI, je pourrais en reparler si les gens ne connaissent pas bien ce que c'est-à-dire les données médico-économiques que produisent les hôpitaux, sont des données plus économiques que médicales, c'est-à-dire il y a un biais de captation de ces données qui fait que, médicalement parlant, elles ne sont pas aussi fiables qu'on pourrait le croire. Et c'est un des problèmes du big data, de ne pas faire attention à la question du moment d'où viennent les données et de leur viabilité et de leur fiabilité. Pour finir sur les enjeux éthiques, il y a une question réglementaire. On a une Commission nationale informatique et liberté, qui est la CNIL, que des pays nous envient, et puis que d'autres, dans nos travaux, nous reprochent du genre, c'est pas possible, quand on demande quelque chose à la CNIL, ça prend des mois. J'ai vécu un projet dans lequel on a arrêté le projet pendant 12 mois sans l'accord de la CNIL. Mais en termes de protection de la vie privée, je préfère vivre en France avec des traitements faits par la CNIL. Je préférerais que les gens de la CNIL soient plus nombreux et travaillent plus vite. Bon, j'arrive pas. J'ai pas assez d'influence pour que la CNIL engage 200 personnes de plus. Et puis un élément énorme qu'on voit dans qu'on voit un peu sur toutes les revues sur Internet, c'est la question de qui sont les acteurs du big data, qui sont les acteurs qui vont nous aider à récupérer les données. En gros, ça va être le public ou le privé. Et là, il y a un enjeu. Ça peut être le public qui sous-traite au privé, ou ça peut être le public qui dit au privé « Tiens, ramasse-moi toutes ces données, et puis t'en feras ce que tu veux, mais en attendant, tu feras des choses pour moi. » C'est ce que fait le NIH, c'est ce qu'ont fait les Anglais, qui ont laissé à DeepMind, une boîte qui dépend de Google, un contrat un peu léonin, j'ai envie de dire, qui va donner à Google beaucoup de liberté sur ces données-là, et on n'est pas toujours très à l'aise. Et j'ai des collègues qui travaillent en cancérologie très récemment. Ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait quand ils envoyaient une demande de génomique sur une tumeur cancéreuse dans un labo américain qui maîtrisait, semble-t-il, la seule manière de récupérer ce type de données. La donnée revenue était un facteur de risque et rien d'autre. Ça veut dire que la séquence génomique ou la mutation qui avait été repérée par le labo américain ne revenait pas dans le dossier français de la personne. Il y a comme une erreur, le patient est censé être propriétaire de ces données, il n'y est pas vraiment. Voilà, et là c'est vraiment, il y a des gros enjeux autour de ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et comme les Anglais, malgré tout, ont toujours un sens de l'humour, on peut toujours regarder notre chat
selon qu'on a envie de lui donner du lait ou selon qu'on s'occupe de le soigner. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Charlet. J'ai une question qui va peut-être vous sembler un peu brutale pour commencer. Vous nous avez donné 2 exemples, l'appendicite et puis la rupture du parcours de soins. Franchement, qu'est-ce que ça a apporté dans ces 2 exemples, les données? Quel est le plus? Mais le plus, c'est qu'on a fait, je remonte, c'est qu'on a fait une application qui a fonctionné, qui a été reprise par une boîte privée. Pour ça. Le petit lien n'est pas toujours facile, mais Unicancer, qui est une association, a utilisé un logiciel qui a été développé par les industriels qui ont fait tout ce qui a été fait autour de l'ontologie et indexe les dépêches et les données d'un groupement d'hôpitaux qui s'appelle Unicancer. Voilà, dans ce cas précis, ça a marché et ça a fait ça. Donc, ça a apporté. Il faudrait demander à Unicancer, ouais. Probablement, mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Ce qu'on a fait sur la SLA, c'est en plein développement. Donc au jour d'aujourd'hui, ça ne marche pas encore. Et pour vous, Fanny Mauchel, dans quel cas les données se révèlent vraiment utiles ? À plusieurs niveaux, c'est ce que j'ai un petit peu essayé d'illustrer, mais elles sont utiles, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Les données qui sont des données d'abord de diagnostic, où on essaye aujourd'hui quand même de développer des façons beaucoup plus faciles et rapides surtout. On parle de l'errance, notamment du diagnostic des maladies rares. L'idée, c'est de pouvoir collecter beaucoup d'informations génétiques pour arriver à l'information qui nous est pertinente à la fin pour un diagnostic d'une maladie très complexe où il y a peut-être 10 patients dans le monde. Donc il y a des applications diagnostiques qui sont bien sûr au cœur du problème initial. Après, il y a toute la complexité de pouvoir comprendre une maladie, et on sait bien encore une fois que ce qu'on voit d'un patient, c'est fondamental parce que et ça doit rester ce qui va guider un petit peu les questions scientifiques qu'on se pose, et c'est l'intérêt aussi d'être à cheval entre de la médecine et de la recherche et de pouvoir interroger la recherche sur des questions médicales qui sont pertinentes pour le patient et pas juste que de la beauté scientifique. Mais pour faire ça, il faut justement pouvoir aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et donc c'est toutes les techniques, qu'elles soient microscopiques ou intermédiaires, qui permettent de combiner ça. Et puis enfin, il y a les données qui servent à évaluer des thérapeutiques, puisque justement, parfois, ce qu'on peut voir d'un patient ne suffit pas à dire si on part dans la bonne direction en termes de traitement, et c'est la combinaison de choses complexes, d'imagerie, de petits composés qu'on peut mesurer dans le sang ou dans le cerveau, qui va nous dire si on est sur une voie thérapeutique prometteuse. Donc il y a vraiment les 3 étapes, les 3 degrés, on va dire, qui sont, à mon avis, au cœur de la question du patient. Est-ce qu'on ne collecte pas parfois trop de données ? Alors, dans le domaine des maladies rares, nous, non. On pense qu'on n'en collecte pas assez. On se pose beaucoup de questions, justement, pour essayer de les collecter de la même façon dans des pays différents, avec aussi des cultures différentes sur ce qui nous importe et ce qui importe à nos voisins, parce que ça aussi, bien sûr, c'est pas... Alors, je parle de questions scientifiques, mais des fois, si on parle de données d'environnement ou d'autres choses, on n'a pas tous les mêmes problématiques non plus. Donc, dans le domaine des maladies rares, on n'est pas trop dans cette problématique. Après, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait. Et c'est là où, comme toute question scientifique, mais même question humaine, c'est la finalité qui importe. Et si c'est pour comprendre une maladie très complexe, très rare, très handicapante, on peut dire ça paraît logique de déployer des moyens qui sont parfois, c'est vrai, pour un patient donné, quand on voit le nombre de personnes qui sont impliquées, pas disproportionnées, mais qui sont en tout cas très conséquents. Maintenant, si c'est pour essayer de prédire le profil du consommateur en fonction justement de... Voilà, et ça peut même aller sur pas forcément des médicaments, parce que c'est bien sûr sous prescription, mais tout ce qui va être des compléments, enfin de tout ce qu'on essaye de faire par ailleurs. Là, on s'éloigne très vite des objectifs et surtout, on fait plus que ce que la médecine veut faire, puisque la médecine essaye de soigner à la base des maladies. Mais qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? Est-ce que le vieillissement est une maladie ? Non, mais il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui essayent d'aller combattre le vieillissement, donc on peut se demander la finalité de ça. Et pour vous, Jean-Charlet, est-ce qu'on ne collecte pas trop ? Ou un peu n'importe quoi ? Enfin, j'allais dire n'importe comment. Est-ce qu'on ne collecte pas pour un but précis et en se disant que finalement on va les garder, ça pourra servir ?
Je ne sais pas. Ce que je sais, par exemple, il y a des enjeux autour, par exemple, de est-ce qu'on va collecter les informations génomiques des patients ? Et la question qui se pose, on parle du New Generation Sequencing, la NGS, parce que les Anglais, parce que les Américains se lancent là-dedans, la France se demande est-ce qu'on ne va pas coder le génome de 350 000 personnes qui démarrent un cancer tous les ans. Alors effectivement, se poser la question de ça, c'est se poser la question, il ne suffit pas de le coller, il ne suffit pas de récupérer les échantillons de sang, il faut le faire, ça a un coût, où est-ce qu'on les stocke, où est-ce qu'on les échange, et qu'est-ce qu'on en fait après ? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais c'est pourtant la question qu'on se pose, parce qu'il semblerait qu'il y ait d'énormes promesses de croiser des données phénotypiques de clinique et des données génomiques pour faire avancer la médecine, pour faire avancer le soin. Donc, oui, juste une précision sur la finalité, mais l'information, et là on rentre travaillant dans un département de génétique et faisant du conseil génétique au quotidien, là on rentre dans un sujet qui est très sensible. Au-delà de la question de la finalité, il y a vraiment quelle information est rendue au patient, et ça on sait que notamment le fait de pouvoir connaître tout son patrimoine génétique, ou une grande partie aux États-Unis c'est possible pour $99. La question c'est quelle information est rendue sur ces données multiples, et aujourd'hui nous on est clairement affolés de vers quoi ça peut partir, parce qu'on a aussi des exemples qui sont vécus tout simplement, où les gens se retrouvent avec un rapport qui leur prédisent des facteurs de risque pour toutes les pathologies, du cardiovasculaire au neurodégénératif et autres, sans aucune explication et surtout sans aucune pertinence scientifique, parce qu'avoir un facteur de risque de 1,15 de telle maladie, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours ? Et donc des patients viennent vous voir. Alors nous, heureusement, ce type de technique n'est pas disponible, et ça a été des choses sur lesquelles justement la France a parlé fort au niveau international, et y compris aussi au niveau européen et la génétique et les généticiens sont un petit peu au cœur de ces débats. Il ne faut pas avoir peur des informations, et de même qu'il y a des débats aussi sur comment modifier la génétique, faire toute la thérapie génique avec jusqu'à quel point et de quoi. La question de l'information et de pouvoir comprendre que le patrimoine génétique, c'est pas tout à fait pareil qu'une prise de sang pour doser le cholestérol, ça demande des professionnels, et du coup ça demande du temps. Et quand on fait la question de l'information rejoint celle du temps, c'est souvent le problème de vouloir aller trop vite, et du coup d'avoir certes beaucoup de choses à dire, mais n'importe comment, et au final c'est extrêmement anxiogène pour la population. Alors tous les deux vous travaillez sur les données. Est-ce facile de travailler sur des données qui ont été collectées à Paris, à Marseille, à Londres, à Belgrade, à Berlin ? Est-ce qu'elles sont toutes collectées de la même façon ? Alors sur les projets sur lesquels je suis, on a plutôt collecté, elles sont globalement assez collectées de la même façon. Le souci qu'on a, c'est dès qu'on est avec plusieurs partenaires, c'est l'anonymisation de ces données. D'autant plus que si c'est des textes libres, la partie anonymisation des textes libres est encore pire que celle des données structurées. Donc on passe plusieurs mois dans le début de nos études à anonymiser les documents. On a même passé plusieurs mois à convaincre la CNIL de la façon dont on fait correctement le boulot. On pense qu'ils ont pensé que oui. Donc là, il y a vraiment... ça, c'est vraiment un élément. L'autre problème qu'on a, qu'on n'a pas encore abordé, c'est que le règlement sur les données entre les pays n'est pas les mêmes, mais même entre la France et l'Angleterre. Donc ça veut dire quoi de se partager des données génomiques entre la France et l'Angleterre, sachant que, sauf erreur, dans les pays anglo-saxons, quelqu'un peut vendre ces données génomiques, ce qu'on ne peut pas faire en France. Donc déjà au niveau européen, ils sont en train de se demander mais comment on va se mettre d'accord ? Et il faut se mettre d'accord, sinon ça ne va pas marcher. Parce que ça vaut le coup, alors sûrement sur les maladies rares et autres, d'avoir des études cliniques qui dépassent un seul pays, c'est évident. Fanny Moschel, est-ce que... Alors, là, je vous repose la même question. Est-ce que les données, pour vous, sont collectées de la même façon partout ? Alors là, les exemples, parce que c'est certainement les plus difficiles, qui sont des données justement textuelles et qui sont celles qui sont la base de la pratique médicale. Mais si on parle, pour reprendre l'exemple des modalités dont j'ai parlé, la génomique est relativement universelle, mais dès qu'on rentre ne serait-ce que dans l'imagerie, c'est pas tant la donnée qui n'est pas comparable en elle-même, c'est la façon dont elle a été acquise. Et là, l'appareil sur lequel ça a été fait, ou le traitement de données, avant d'en extraire le paramètre d'intérêt, va être complètement différent. Et en fait, un des gros travaux qui est fait en amont de tout projet comme ça international, de collecte de données,
en dehors de la clinique qui pose des questions sémantiques importantes, comme l'exemple de l'âge qui illustre très bien ça. C'est vraiment, pour chaque modalité, tel paramètre biologique, tel paramètre d'imagerie, est-ce qu'il est comparable d'un institut à un autre ? Et la réponse est non. Heureusement, on avance de plus en plus sur comment faire ça ensemble de la même façon. Parce qu'une donnée, il faut la dater, la situer, la mettre dans un environnement particulier. C'est surtout avec quelle méthode elle a été extraite. Et si c'est un dosage, les normes ne sont pas les mêmes ou les façons de mesurer. Donc vous prenez un prélèvement, vous le dosez dans 2 laboratoires différents, il n'y aura pas la même valeur. Vous mettez un patient dans un scanner dans 2 endroits différents, il n'y aura pas les mêmes paramètres, même s'ils sont faits au même moment, ce qui n'est pas possible, mais même s'ils étaient faits au même moment, ça ne serait pas les mêmes données. Donc là, il y a un problème technique. C'est pour ça qu'il faut que les données soient associées avec leurs métadonnées. Il ne faut jamais laisser une donnée toute seule dans la rue, elle va se perdre. Il faut qu'on sache, quand on récupère une donnée, tous les critères de la façon dont elle a été récupérée et la manière dont sont normalisées ces manières de décrire les données. Il y a 15 ans, on ne le savait pas. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore un problème. On sait comment faire parce qu'il y a tous les problèmes de normalisation autour du web, du big data, du web sémantique, qui fait qu'on sait avec quel langage maintenant associer des métadonnées à une donnée. Mais il ne faut pas laisser une donnée seule, parce qu'on ne saura pas. Aujourd'hui, on sait ce qu'elle est, demain, on ne sait plus d'où elle vient. Mais pour qu'elle soit utile, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore de mieux ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? J'ai pas de. La question, c'est. Qu'est-ce qui vous manque à vous dans votre travail quotidien ? Des bras. Du temps et de l'argent. Non, ce qu'il faut, c'est faire. Nous, encore une fois, faire. On récupère un paquet de données cohérentes parce qu'il y a eu une étude clinique, et a priori à ce moment-là, mais c'est encore cette histoire de je vais croiser mes données avec d'autres données. Et maintenant que la santé et le bien-être sont plus vraiment séparés, c'est autant que les gens fassent des tas de choses bien, fassent 10 000 pas par jour, enfin bon, et là commencent d'autres problèmes. Parce que les capteurs des 10 000 pas, ils sont bien, ils ne sont pas bien. Les capteurs des phases de sommeil, j'ai des tas de copains autour de moi, ils reviennent le matin avec leur X phases de sommeil profond. Et t'en fais quoi ? Je vérifie. Ouais, on en fait quoi ? Enfin bon, en l'occurrence, comme ils les stockent nulle part, ils n'en font rien. Et c'est pour ça, Fanny Moschel, que vous m'avez dit, quand on a préparé cette soirée, que trop de données peut donner une vision floue. Oui, je pense qu'il y a un petit peu ce risque de sortir la donnée de son contexte. Encore une fois, c'est vraiment très important de mettre toujours les choses en perspective, mais d'avoir, comme ce que j'essaie d'illustrer là dans le domaine de la neurologie, l'impression en prenant toutes les modalités qu'on sait aujourd'hui étudier, on va arriver à comprendre justement des phénomènes qui sont très complexes et qui nous laissent souvent démunis en termes de traitement. Mais en fait, il faut parfois récupérer des données qui sont plus simples, qui sont peut-être sur un échantillonnage moins important, mais dont on sait vraiment ce qu'elles représentent pour se poser les bonnes questions scientifiques. Les deux ne sont pas du tout, bien sûr, contradictoires, mais ils sont très complémentaires. Vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure que des maladies fréquentes peuvent avoir bénéficié d'études sur des maladies rares. Est-ce que vous avez des noms de maladies Oui, j'ai évoqué, c'est pas directement relié à l'exemple que j'ai présenté, mais pas plus tard que ce week-end, on avait une rencontre à Washington aux États-Unis sur le lien entre une maladie rare qui s'appelle la maladie de Gaucher, qui bien sûr concerne quelques centaines de patients en France, et la maladie de Parkinson, qui bien sûr est beaucoup plus connue. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors cette maladie de Gaucher qui touche en particulier des populations pédiatriques, mais qui peut toucher tous les âges de la vie, est due à 2 mutations, c'est-à-dire il faut être porteur soi-même de 2 mutations, donc héritées de chacun des parents pour développer des signes de cette maladie. Mais on peut être ce qu'on appelle soi-disant porteur sain, c'est-à-dire être soi-même juste porteur d'une des 2 mutations. A priori, ça ne donne pas cette maladie de Gaucher, mais c'est aujourd'hui le premier facteur de risque, c'est-à-dire en termes de risque relatif, on est sur des x6, x10 peut-être, de développer une maladie de Parkinson par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ça. Et au-delà de ça, c'est même l'activité de cette enzyme qui est déficitaire qui serait très important. Et en quoi c'est potentiellement majeur pour la maladie de Parkinson ? C'est que aujourd'hui, on a développé dans le domaine des maladies rares des traitements pour justement améliorer le fonctionnement de cette enzyme quand elle est déficitaire. Et on peut tout à fait imaginer que si on arrive à faire ça chez des patients qui auraient un profil justement enzymatique
diagnostic qui ne soit pas satisfaisant, eh bien, on ne guérisse pas les causes de la maladie de Parkinson, mais un des déterminants, en tout cas, important. Donc ça a des implications au-delà des quelques centaines de patients pour des milliers, voire des millions de personnes. Alors vous collectez des données, vous montez des cohortes parfois pour des sujets très précis. Comment on fait ? On prend du temps déjà pour réfléchir sur ce qu'on veut collecter. Alors il y a toutes les parties cliniques où je pense qu'on est encore très insuffisant en termes justement de réflexion, de sémantique, parce que certainement qu'on ne discute pas assez avec les professionnels qui doivent gérer ces données. Mais après, on a toujours l'anxiété en dehors de la clinique à partir du moment où un patient va venir et on sait les contraintes de venir à l'hôpital pour participer à n'importe quel protocole, de pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas trop contraignant, bien sûr, y passer des jours entiers avec des choses pas trop invasives, mais en même temps de ne pas oublier de collecter quelque chose qui après ne sera jamais récupérable, puisqu'on ne pourra jamais revenir en arrière sur « ah oui, mais au début », par exemple sur la pitié salpêtrière, il y a une étude qui est conduite pour essayer de comprendre chez des personnes après un certain âge quels peuvent être les facteurs qui vont orienter vers le développement d'une maladie d'Alzheimer ou pas. Si on arrive à identifier des choses comme ça qui sont en termes de santé publique encore plus larges que la maladie de Parkinson, il ne faudra pas qu'on se repose des questions sur mais au tout début de la première visite que ces gens sont venus faire 5 ans avant, c'est dommage, on aurait aimé avoir cette information et on ne l'a plus. Et donc ça, c'est une grosse angoisse, parce qu'évidemment, la science avançant, les questions qu'on a avancent aussi, c'est d'essayer, tout en étant compatible avec ce qui est quand même gérable pour un participant, à essayer d'avoir le maximum d'informations, même si on ne va pas toutes les utiliser d'emblée. Ça, c'est le risque aussi, bien sûr, après de les sous-utiliser, mais de faire le maximum pour justement ne pas avoir de regrets, parce que là, ce n'est pas des choses qu'on peut refaire deux fois. Et à l'inverse, est-ce que parfois on ne collecte pas des données sans vraiment trop savoir ce qu'on va en faire ? Si, bien sûr, ça je pense que c'est... Jean-Charles ? Oui, j'ai l'impression. Oui. Après, encore une fois, on peut se poser la question de la façon dont on doit faire, mais j'ai l'exemple parce que récemment on a eu des exposés sur le centre américain, la partie fédérale américaine qui s'occupe des maladies mentales, et ils ont des gros problèmes. Sur les maladies mentales, de manière générale, on a des gros problèmes psychiatriques, on a des gros problèmes de modélisation, des gros problèmes de savoir de comment on fait les cohortes, comment ça se passe, qu'est-ce qui sort de là. Et effectivement, du coût d'essais cliniques qui sont encore plus chers que les autres parce qu'il faut faire venir des malades et tout ça. Et donc les États-Unis sont en train d'imposer, et toute la France, tous les pays du monde le font, de déposer les essais cliniques dans Clinical Trial aux États-Unis, puis il est en train de se mettre en place une plateforme française de la même manière. C'est tellement embêtant, tellement cher de faire ces essais qu'il faut absolument que toutes les données soient disponibles, et qu'aussi elles soient disponibles après, ouvertes et pour tout le monde. C'est-à-dire il y a des grosses discussions aux États-Unis, je pense qu'elles vont arriver en France, je ne sais pas si elles sont lieu en France. Quand une puissance publique paye une étude clinique, alors il faut que les données cliniques soient disponibles pour tout le monde dans des formats ouverts, et que des études cliniques qui donnent rien, on donne les résultats négatifs, parce que très souvent les études cliniques qui ne sont pas bien menées, qui n'ont pas donné des bons résultats, les labos préfèrent ne pas en parler. Or, ça peut être une connaissance importante que dans cette situation d'un essai clinique bien conduit, les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Eh bien, il faut publier dessus et il faut qu'on le sache. Pour ça, il faut que les référentiels dans lesquels ils sont décrits soient ouverts et que les gens soient obligés, puisqu'on donne de l'argent pour le faire, de publier tous les résultats, y compris quand ils sont négatifs. Juste pour revenir là-dessus, je pense que c'est très important, y compris parce que ce qui nous manque beaucoup dans la plupart de ces maladies, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est-à-dire sans intervention, alors il y a toujours des interventions et ça c'est une autre question, mais sans intervention évidente telle qu'on essaye de le faire dans un essai thérapeutique, on n'a pas toutes les modalités qu'on va regarder justement dans un essai pendant plusieurs années. Et donc si au pire, ce qui nous attriste bien sûr, l'essai est négatif, au moins toutes les données qui ont été collectées d'une façon extrêmement
extrêmement standardisé, ce qu'on ne fait jamais dans la pratique clinique, avec des visites régulières, avec justement toute cette réflexion qu'il y a eu en amont pour appréhender toutes les facettes de la maladie, ça peut servir pour le prochain essai clinique. Parce qu'on verra que tel paramètre, oui, change beaucoup sur 2 ans, celui-là pas du tout. Donc on va garder celui-là pour le prochain essai, au contraire, pas celui-là. Donc c'est très important, d'autant plus pour les recherches à venir, de pouvoir avoir accès à ça. Et je vous écoute tous les deux et vraiment, j'ai l'impression que l'informatique va révolutionner la pratique médicale. La révolutionner, ça va aider. Alors est-ce que c'est pas pour autant qu'il faut que l'informatique décide je prends tel ou tel signe et ce monsieur a telle maladie? Je l'ai vécu parce que j'ai fait une thèse en intelligence artificielle au même moment qu'Yves Lequin, le monsieur dont on parle un peu autour de Facebook. Et à l'époque, on faisait des systèmes experts pour décider de qui avait, en fonction de la douleur aiguë de l'abdomen, qu'est-ce que cette personne avait. Je pense qu'il faut pas, on n'en arrivera pas là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut récupérer des données, il faut mettre en place des protocoles. Et l'informatique, elle fera ce qu'elle voudra bien qu'on en fasse. J'ai tendance à penser que les ordinateurs sont plutôt idiots, ils font ce qu'on en fait. Et si aujourd'hui il se passe des trucs un peu bizarres, un peu caricaturaux de gens dont les données sont complètement avalées par des boîtes privées, il fallait lire la page 8 écrit en tout petit dans le contrat. Et là aussi, quand on décide, est-ce que c'était mon dernier slide, qui est maître de ces données? C'est la puissance publique ou c'est le privé? J'ai envie de reposer la même question à Fanny Moschel. Vous êtes médecin, l'informatique pour vous, c'est quelque chose qui représente quoi par rapport à votre pratique médicale? Le premier niveau, qui n'est pas celui que je gère, mais qui est très terre à terre, c'est le stockage. Nous, dans notre institut, on a, comme beaucoup, des problèmes de stockage qui ont un coût énorme, qui posent des tas de questions, justement, en termes de compatibilité avec les façons dont ces données ont été acquises. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, on va dire, qui n'est pas le plus amusant, mais clairement qui est une problématique. Et quand on rentre en plus, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière est un institut qui est jeune, qui est neuf, donc qui est relativement modulable. Si on parle de données cliniques, notamment au niveau de l'assistance publique, des hôpitaux de Paris, puisque c'est là qu'on travaille, là on rentre dans une problématique qui est vraiment de lenteur, justement, de pouvoir adapter, parce que les systèmes sont beaucoup plus anciens et qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le séquençage de nouvelle génération, ce qui veut dire donc pouvoir regarder des informations génétiques multiples, aujourd'hui, la première question qu'a l'assistance publique, c'est comment, où elles vont être stockées et comment on va pouvoir gérer par rapport au débit qu'on a sur nos réseaux pour que les informaticiens puissent travailler, parce que c'est un nombre de calculs qui est colossal et que si on est bloqué par la puissance du système, on peut y passer 3 semaines au lieu d'y passer 1 heure. Donc pour l'instant, on a vraiment cette problématique-là. Et après, sur le plan du partenariat, pour nous, c'est extrêmement enrichissant d'ouvrir justement à l'informatique, à la bioinformatique. Et c'est... Ça vous aide à répondre à des questions plus rapidement? Ah oui, qui dépassent complètement notre expertise et qui sont fondamentales, parce que les scientifiques ou les médecins n'arriveront jamais, avec leurs outils, à pouvoir justement faire ces modèles, à pouvoir faire des études de réseau, à pouvoir prendre toute cette information pour en faire, alors certainement pas une règle, mais quand même nous donner des directions avec ce que juste notre compréhension individuelle ne peut pas faire. Jean Charlet, vous faites des modèles. On peut venir vous voir et vous poser des questions, les médecins... C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça qu'on monte des projets. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un médecin vient vous voir, vous pose une question et vous lui dites c'est possible, c'est pas possible? Ça va pas durer de 5 minutes, ça va plutôt durer 2 heures, mais ça va se terminer par ça a l'air possible, on y va. Bon, puis après, après sur le temps qu'on a, on commence à travailler, puis ensuite, à un moment, il faut du monde, il faut travailler. Là, on monte un projet, des GOS, ANR, enfin, avec tous ces mots qui représentent des choses où on demande des sous, et on les a ou on les a pas. Et en ce moment, vous travaillez sur quoi? L'ASLA. D'accord. Et puis on travaille avec des psychiatres à Sainte-Anne sur la question d'intégration de toutes données et génomiques et d'imagerie, et puis justement des modalités spécifiques à la psychiatrie, comme de l'oculomotricité,
le fait que la façon dont le regard des gens suit certaines sollicitations, il y a des liens pas directs mais très importants sur des questions de schizophrénie. Et puis pour des gens aussi qui ont des questions de schizophrénie, le fait d'utiliser des objets connectés comme des smartphones pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle de l'Ecological Momentary Assessment, c'est-à-dire rentrer directement des données du patient vers les médecins. Les schizophrènes sont aptes à décrire des hallucinations directes, comme nous avec les rêves, et si on ne leur donne pas le moyen de le faire à cet instant-là, ensuite c'est terminé, nous on a oublié notre rêve et eux ils ont oublié leur hallucination. On est en train de voir avec les psychiatres de Sainte-Anne comment on peut faire ça. J'ai l'impression que ces systèmes sont de plus en plus utilisés, des petits systèmes embarqués, des tablettes, des smartphones sur lesquels les patients se prennent eux-mêmes en charge. Alors je ne sais pas où ailleurs, sur ce sujet-là je le connais, que les médecins par ailleurs au pied des lits ont tous des portables pour rentrer des données, ça c'est évident. Ce qu'on va faire vraiment sur les smartphones en tant que données médicales, ça c'est une question, parce que les deux modalités que je vous décris sont des modalités prises vraiment en charge dans des protocoles cliniques. Après il y a plein d'applications médicales sur les smartphones, je m'en sers pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Fanny Moschel. Oui, sur des choses très, très terre à terre par rapport à ce que j'ai montré là sur le déficit en gluten. L'étude justement de phase 3 multicentrique internationale dont l'objectif est de pouvoir avoir une désignation médicament orphelin pour le traitement en question va être basée justement sur l'équivalent d'un iPhone dans lequel les patients vont pouvoir renseigner les événements au moment où ils se produisent avec un menu déroulant qui permettra pour eux et pour nous après de pouvoir coter de façon standardisée quel type d'événement s'est passé, quels membres étaient concernés, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur le plan fonctionnel, arrêter de marcher, arrêter de parler. Et ça va être en fait le critère primaire de l'étude, va être basé sur le recueil de données et les agences telles que la FDA, donc l'agence du médicament américaine qui va avoir un rôle clé dans les discussions d'après, a priori est partant pour ce qui est assez nouveau pour ce type d'approche. Donc les données sont très utiles, mais les données peuvent aussi poser des problèmes d'ordre éthique. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, vous avez sûrement des questions à poser à Jean Charlet ou à Fanny Moschel. Et donc